Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faberglass et puis je suis rouge pas mal en ce moment, hein, mais c'est parce que je sors du sauna, j'ai pogné le rhume, j'ai une compétition de jiu-jitsu brésilien, ça samedi, donc dans le fond peut-être direct en ce moment que vous êtes en train d'écouter le podcast comme il vient de sortir. Je suis dans une compétition de jiu-jitsu brésilien puis j'ai pogné le rhume, fait que je suis allé faire du sauna pour essayer de sweat it out, tu comprends, de sortir ça de mon organisme parce que c'est vraiment plate être malade puis avoir le rhume puis être congestionné quand t'essaies de rouler en compétition de jiu. Donc bref, cette semaine sur le podcast, j'ai Charles Jourdain comme invité, le combattant de l'UFC. Charles Jourdain, on l'a vu en action à Rochester face à Desmond Green. Ça a été un combat qui n'est pas allé dans sa direction, bien qu'on a vu de belles choses de lui. On parle de ce combat-là ensemble. On parle aussi du behind the scene, un peu comment ça se passe, le Fight Week de l'UFC. Je pense que c'est quelque chose que les gens voulaient vraiment entendre. Et puis, on a ça de Charles. On parle aussi de Cowboy contre Tony Ferguson de People's Main Event ce soir même à l'UFC 238. Et puis, de d'autres affaires random. Bonne discussion avec Charles d'une vingtaine de minutes. Et puis c'est ça, c'est le seul invité que j'ai cette semaine sur le podcast. J'ai des plans pour les prochaines semaines. On s'entend qu'on est peut-être dans une période un peu plus tranquille. Il n'y a pas de TKO d'annoncer. Donc j'ai pas vraiment de fighter à passer en entrevue qui se prépare pour des combats. À part quelques-uns. Et puis je vais essayer de les avoir dans les prochaines semaines. Donc écoutez, c'est rare que je fais ça, mais je vous révèle mes plans pour les prochaines semaines. Je vais les dire comme ça en espérant que tout se réalise comme prévu. On va avoir, et du moins j'aimerais avoir Jesse Ronson en entrevue. Je les ai toutes déjà parlé, là, fait que c'est des choses qui ont des très bonnes chances d'arriver d'ailleurs. Jesse Ronson, on a appris cette semaine que Jesse Ronson était prêté par TKO à la PFL où il va avoir la chance de se qualifier dans le tournoi à 1 million de dollars. C'est vraiment un combat éliminatoire pour lui parce que dans le fond, Jesse arrive, il y a 2 combats de qualification dans la saison. Il a manqué le premier, va sûrement step in pour quelqu'un dans le deuxième. Je sais pas s'il y a un blessé, il fait juste prendre la place de Ramsey Nejum qui avait manqué le poids, mais ça fait que Jesse n'a qu'un combat pour faire les points que les gars peuvent récolter en 2 combats, donc ça y prend un finish, ça y prend un knockout ou une soumission dans ce combat-là si il veut être en mesure de se qualifier pour le tournoi à 1 million de dollars, donc il part peut-être un peu défavorisé ici, mais il affronte le Brésilien Carlos Silva qui a perdu son premier combat par TKO au premier round contre Akhmed Aliev. C'est sûr qu'Akhmed Aliev, c'est un méchant tueur. Jesse Ronson aussi, c'est un méchant tueur debout. Puis je pense que c'est peut-être quelqu'un qui aime un peu plus prendre son temps au premier round. Mais là, Jesse va devoir y aller crazy là-dedans. S'il veut se qualifier justement pour ce tournoi à 1 million de dollars là, où il va avoir à disputer 3 autres combats, dont probablement 2 dans la même soirée, pour finalement peut-être remporter le tournoi qui lui mériterait 1 million de dollars. C'est sûr qu'il est toujours lié à l'organisation TKO, puis TKO a mentionné vouloir le mettre sur la carte de décembre où tous les championnats seraient en jeu. Il reste la discussion à avoir par rapport à ça, parce que les weight class vont être changés d'ici là dans TKO en septembre. Il va y avoir un changement de weight class qui va faire, on va emmener 165, 175 va être inauguré, 170 risque de disparaître, et puis il va y avoir de nouvelles manières de gérer les coupes de poids et tout. C'est quelque chose qui va être annoncé, on attend plus de détails là-dessus prochainement, mais ça va être à voir de qu'est-ce qui va arriver avec Jesse Ronson, parce que moi je pense que Jesse ne pourra plus faire 155 livres selon les nouvelles règles. Il risque d'aller à 165. Va-t-il aller à 175 aussi, ou va laisser cette division-là pour les plus gros gars? Ça reste à voir. Puis tu sais, anyway, si Jesse se qualifie pour le tournoi, il va être en action au mois de décembre pour la PFL dans la finale. Et puis ça, c'est sûr que écoute, ça va être à discuter avec TKO, mais si Jesse a la chance d'aller gagner 1 million de dollars ou de se battre à TKO pour ce qui est sûrement une bourse très raisonnable, mais qui n'est pas 1 million de dollars, évidemment, je pense qu'il va prendre le choix d'aller gagner son million puis de probablement revenir à TKO. Après, ça reste à voir. Peut-être qu'on va sortir une des fameuses interim belts. Stéphane Patry a dit qu'il était game de mettre pas mal n'importe quoi en jeu, des titres intérim, pour être sûr qu'il y ait un combat de championnat dans chacune des divisions le 6 décembre prochain à Québec. Et puis c'est pas mal ça dans le cas de Jesse Ronson, un autre invité que je veux recevoir sur le podcast. C'est nul autre que Cyril Gane, le bon gamin qui fera ses débuts à l'UFC le 10 août prochain en Uruguay. On a appris ça à l'antenne dans l'Octogone. C'est Stéphane Patry qui a comme un peu laissé savoir cette information-là, que TKO avait accepté de le libérer pour qu'il signe à l'UFC et qu'elle allait se battre en Uruguay. Il était supposé se battre à Edmonton. Finalement, ça va se passer en Uruguay. On avait des scoops à la Voix des Guerriers. Ils nous avaient dit
c'est un poids lourd sud-américain. Et fait que là, moi puis mon boy Alex Muron s'est mis à la recherche. On avait Augusto Sakai et Marcos Rogerio de Lima qui étaient offerts. Je pense que le nom qui était offert pour Edmonton, c'est définitivement Marcos Rogerio de Lima. Si je me fie aux informations que Stéphane Patry a données. Mais finalement, à la surprise générale, Cyril Gane affronte Rafael Pessoa. Le gars qu'on a essayé de booker un combat contre lui à TKO pendant tant de temps, qui s'est blessé, qui a porté à repousser, puis après à annuler la carte, et puis regardez, ça va se passer ce combat-là dans l'UFC. Puis le pire de ça, c'est qu'il y a un moment que je me dis, check ça, c'est pas Pessoa qui affronte Gane, puis que c'est... Parce qu'un moment donné, quand Cyril lui-même m'a dit c'est ni Augusto Sagai ni Rogerio de Lima, je me dis ça doit être un nouveau. Je check ça, c'est pas Pessoa. C'est pas mal le meilleur prospect sud-américain chez les poids lourds en ce moment. Puis c'est pas mal un gars que je le sais que l'UFC veut signer. Donc c'est de ça que c'est finalement. C'est Cyril Gane contre Rafael Pessoa. Puis on va vouloir parler à Cyril Gane évidemment de ce combat-là. Donc je vais essayer de le recevoir dans les prochaines semaines. Un autre invité que je veux absolument recevoir dans les prochaines semaines, que ça fait longtemps qu'il est supposé venir sur le podcast. Puis comme j'ai dit avec Charles, il fait peut-être un peu sa bitch, il fait peut-être un peu désiré pis tout, mais c'est pas grave, c'est mon ami, je l'aime pareil. Et je parle de Mario Barrio. Mario Barrio va être en action à l'UFC Edmonton, lui, pour sa part, contre Christophe Jotko, dans un bon match-up, un match-up qui a fait parler, évidemment. Il y a plusieurs gens qui se demande pourquoi Marc-André Barrio affronte un gars avec 11 combats dans l'UFC. Quand il a perdu son premier combat contre un autre gars qui avait beaucoup d'expérience dans l'UFC, mais même moins que Jotko. Et puis, moi, je dois vous avouer que quand Marc-André m'est arrivé avec les noms, parce qu'il y avait d'autres noms suggérés, puis il y avait tous beaucoup de combats dans l'UFC, à part peut-être un qui est le gars qui a dit non, parce qu'il était pas prêt à se battre pour Edmonton, mais les autres, il y avait tous beaucoup de combats dans l'UFC, puis moi aussi, je me suis demandé, c'est quoi qu'il essaie de faire avec Marc-André Barrio? Est-ce qu'ils mettent Marc-André Barrio contre des vétérans tout de suite en se disant, ce jeune-là, il est bon, puis un jour ou l'autre, il va en battre un, puis il va s'insérer dans le top 20 en le battant, puis là, on va pouvoir le booker tout de suite dans des match-ups qu'on pense qui sont des match-ups top 15, par exemple, parce que le gars arrive quand même dans l'UFC en tant que double champ d'une très bonne promotion qui vient littéralement d'envoyer 4 fighters dans l'UFC dans les derniers mois, les dernières semaines. Et puis... l'autre affaire, c'est qui pense que Barrio, c'est quelqu'un qui a un style le fun, mais pas super polyvalent, et puis qui peut à la fois donner un bon combat à Christophe Jotko en donnant une victoire à Christophe Jotko qui a besoin de se remettre sur la bonne voie. Puis pour vrai, la question se pose. Pour vrai, là, la question se pose vraiment. Je pense que s'il pense que Barrio le donner à Jotko, c'est une victoire facile dans un combat intéressant pour Jotko, c'est peut-être de même qu'ils vont pogner le rhum, puis ils vont finir par se retrouver avec Barrio dans le top 20 d'une manière ou d'une autre. Parce que pour être bien franc avec vous, Christophe Jotko, oui, c'est un gars très expérimenté. Oui, Barrio ne sera encore pas le favori dans ce combat-là, évidemment. Mais Christophe Jotko n'est pas un lutteur, donc n'est pas quelqu'un qui va essayer de coller Barrio dans la cage puis être vraiment... staller le combat comme ça. Est-ce que je le vois avoir une approche peut-être un peu à la Desmond Green, comme on a vu comme Charles Jourdain? Il va essayer de garder sa distance, travailler derrière son jab, et puis être prudent avec Marc-André, essayer de pas laisser Marc-André rentrer dans la pocket. Fort probablement, mais Christophe Jotko est un autre gars avec des cardio issues qu'on a vu s'effondrer contre Ryan Hall. C'est sûr que Ryan Hall, quand ça te frappe dessus, ça fait très mal, mais comme on a vu face à Andrew Sanchez, quand Marc-André Barrio est dans le close range ou dans le clinch puis commence à te frapper dessus, ça fait très mal aussi. Puis Christophe Jotko est un peu comme Andrew Sanchez, un gars que quand on l'a vu perdre, on l'a vu se faire défoncer complètement. Puis oui, il a perdu 3 de ses 4 derniers combats, mais c'est contre des très bons noms. On s'entend, Christophe Jotko est un gars qui était dans le top 15 puis qui ne perd pas vraiment contre des gars qui sont pas dans le top 15 ou très près du top 15. Donc un autre énorme défi pour Marc-André Barrio. On va vouloir lui parler de ça, puis de son expérience à Ottawa aussi, puis de qu'est-ce qui s'est passé depuis, peut-être un peu du combat de Jade et puis toutes ces affaires-là. Donc Marc-André Barrio dans les prochaines semaines sur le podcast. Et puis finalement, je vais terminer ma longue introduction de quasiment 10 minutes avec les deux autres affaires qu'on va avoir. On va avoir Zachary Powell sur le podcast pour parler de musique. Vous vous rappelez, en décembre dernier, on a fait notre résumé la meilleure musique de l'année, les meilleures chansons, les meilleurs albums. On va un peu faire ça, version abrégée, pour le mid-year. Juste donner une idée, c'est quoi nos albums préférés, c'est quoi les chansons qu'on écoutait à date depuis le début de l'année 2019. Puis ça va un peu nous faire un point de référence quand on va refaire ça à la
la fin de l'année. Et puis finalement, on va parler basketball sur le podcast. Quand la finale va finir, quand ça va être la fin, là, les Raptors mènent 2-1 au moment où j'enregistre ça. Quand vous allez voir ça samedi, ça va peut-être avoir changé ou peut-être pas encore parce que la game va sûrement être le soir. Mais bref, les Raptors sont en avant. On espère vraiment qu'ils vont gagner. Mais j'ai mon ami qui habite en Ontario, justement dans la région de Toronto, Anthony Rousseau, qui est un grand fan de basketball, qui va venir nous parler de ça, de la saison, de la finale, hopefully du fait que les Raptors sont les champions de la NBA, puis de ce qui va se passer cet été dans la NBA avec les free agents, mais aussi avec le repêchage. On sait que Zion Williamson aussi est probablement le prochain premier choix au repêchage. Il est un grand joueur d'impact dans la NBA. Donc, on va parler de tout ça avec Anthony Rousseau pour les fans de basket. Je vous laisse donc à l'entrevue de Charles Jourdain et puis on s'en reparle à la fin. Boum, bonsoir tout le monde! Nous sommes là cette semaine avec un combattant de l'UFC, mesdames, messieurs. On l'a vu se promener en fight kit au dernier TKO, donc on pouvait pas douter que c'est lui. C'est Charles Jourdain, le seul et l'unique. Comment ça va, mon Charles? Ça va bien, toi? Ça va super bien, man. Donc, je vous explique pourquoi on a Charles aujourd'hui. C'est quelque chose que je voulais faire. Je vous le cacherai pas. J'avais demandé à Barrio et tout. Je me disais, on va voir c'est qui le premier à venir le faire pour vrai. Puis c'est Charles le premier à le faire. À ma surprise, man, d'habitude, Barrio, il est easy pour ça, mais il faisait un peu sa bitch cette fois-là. Fait que j'ai décidé de le coller. Fait que c'est avec Charles qu'on... Shots fired. Shots fired. Fait que c'est avec Charles qu'on va faire ça. Je voulais, dans le fond, qu'on parle un peu du Fight Week de l'UFC, mais pas, tu sais, pas nécessairement du fight. Tout le monde l'a checké, le fight. On sait comment c'est allé. T'as affronté Desmond Green, s'est sauvé. T'as foncé après lui. Il a landé des counters. Il pesait 411 livres de plus que toi. Puis il a gagné, il a gagné une décision où t'as bien fait, mais il a été le plus grand Desmond Green de tous les Desmond Green. Fait que ça, on l'a tout vu. Ce que je voulais savoir, ce que je pense qui peut intéresser les gens, c'est de savoir comment ça se passe le Fight Week. Tu sais, un coup que t'arrives là-bas, tu sais, il y a des check-in, t'as eu ton open workout, tu sais, devant le public. Il y a plein d'affaires. Fait que je voulais un peu que tu nous racontes l'expérience de ton Fight Week à Rochester pour avoir comme un peu le petit behind the scene là, de la patente de comment ça se passe pour un combattant quand t'arrives là. Donc, commençons par le début. Je pense que t'es arrivé après Fabio et Eric, toi, hein? Ouais, mais c'est parce qu'il y avait eu un problème avec mon visa. Là, il a fallu que l'UFC fasse une demande au gouverneur. Stéphane s'est occupé de tous les papiers. Puis c'est ça, je suis parti le lendemain, moi. Fait que Eric et Fabio, tu sais, qu'ils s'étaient vus une couple de fois, ils m'avaient corner ensemble, mais tu sais, ils avaient jamais passé de temps ensemble. Fait que moi, je me demandais, crime, c'est deux personnes, genre, avec deux personnalités... vraiment des personnalités chaudes, c'est deux personnes extraverties, fait que je me disais OK, qu'est-ce que ça va faire ces deux-là ensemble si moi je suis pas dans le milieu, puis fait que moi j'avais peur, je me disais Chris, je connais Rick, je connais Fabio, je sais pas ça va être quoi leur relation, mais finalement les deux m'appellent, sont crampés, ils se pognent des bières, puis tu sais ils ont du fun, puis ils s'entendent bien, puis ça j'étais vraiment content de ça, leur dynamique a été numéro 1, puis ça m'a aidé à pas avoir de stress pendant la semaine. Pour ce qui est de la semaine, super cool, je m'entendais super bien avec le staff, même si mon anglais était so-so, mais tu sais, je me débrouille quand même, j'avais pas trop de problèmes. Puis j'avais déjà rencontré pas mal de monde à UFC Ottawa, ils m'avaient invité, j'étais un des invités spéciaux, donc j'avais beaucoup de monde. À ma grande surprise, c'est la même affaire qu'avec TKO, juste avec plus de monde. Même affaire. La façon que Stéphane fait ses shootings vidéo, de la façon qu'il fait les pesées, tout est inspiré de l'UFC. Donc Stéphane, tu sais, le monde me dit TKO c'est un bon tremplin, c'est pas juste un bon tremplin, c'est le meilleur tremplin pour que ça ressemble à ce que tu vas vivre mec t'ailles à l'UFC. Fait que ça là-dessus, c'était rien de nouveau. Les gars disaient crime, t'es bien bon pour les interviews, t'es bien bon pour tout ça, t'es bien bon pour parler aux médias, parler aux fans. Je suis comme crime, on faisait déjà tout ça avec TKO. Donc, tous les gars qui sont à TKO en ce moment, remarquez la chance que vous avez de l'être parce que quand vous allez faire le grand saut, vous allez pas être ébloui par tout ce qui se passe. Ça va être juste, il y a plus de monde. Puis, il y a le open workout qui est différent, bien sûr. Pour ce qui est du open workout, j'ai eu que des bons commentaires. Tu sais, j'ai interagi le plus possible avec les fans, même si j'étais en territoire ennemi. Tu sais, j'ai fait venir des jeunes sur le stage à kicker des pads avec nous. J'ai signé plein d'autographes, c'était vraiment chaleureux comme accueil. Puis tu sais, je suis arrivé là, tu sais, j'étais comme le petit nouveau. Puis finalement, ils ont dit que j'avais fait le meilleur open workout parce que c'est moi qui avais le plus interagi. Mais c'est pas mon but, c'était pas d'être le meilleur, c'était d'être
le plus moi possible, puis d'interagir avec le monde. Puis ça l'a porté fruit. On dit qu'on était les meilleurs au niveau du show. T'sais. On faisait en sorte que le monde était content d'être là, puis on les embarquait là-dedans. Bref. Fait que c'est ça, ça ressemblait vraiment à Teco. C'était une belle expérience. C'est sûr que quand je suis rentré, par contre, à peu près 15 000 ou 16 000 personnes qui te traitent de con, puis you gonna die, motherfucker. Ça a été, c'est un peu qui m'a fait craquer quand je suis rentré dans l'octogone. J'étais comme, OK, même quand j'ai fait mon flying knee, Louis, tu t'as manqué de confiance, t'as pas voulu jumper, la foule te faisait peur, puis je suis comme, Chris, t'as raison, là. J'ai craqué, puis à fin, au troisième round, même fin du deuxième, début du troisième, j'ai fait, gars, fuck off, it's a fight, let's go. Puis là, j'ai commencé à être moi. J'ai voulu me battre comme un gars de l'UFC, genre prudent, tu sais, à la Canadian Fighting Style, à dire, oh, je vais jouer un jeu d'échecs. C'est pas moi. Je me suis rendu dans l'UFC en restant moi, en restant agressif, en restant tout le temps avec une bonne pression. Puis j'ai comme voulu me battre autrement pour X raisons. Moi, je pense vraiment que c'est à cause de la pression j'ai craqué. Il y en a qui pensent que non. Mais ce que j'ai filé en dedans de moi, j'ai voulu être quelque chose que j'étais pas, puis ça m'a coûté la victoire. Hey, c'est sûr que si tu veux jouer un jeu d'échecs contre Desmond Green, mon gars, la soirée va être longue parce que c'est... Dis-toi, le Desmond Green, moi, je pense que c'est le pire match-up pour quelqu'un comme moi, parce que c'est un peu comme TJ. On s'en crisse que ce soit un wrestler, tu sais. Je pense que, comment il s'appelle, Damien Lapillus avait un excellent wrestling. C'est une black belt à Star, là? C'est rendu une black belt, il a un excellent wrestling. Tu sais, il a amené Julien Leblanc, que Julien Leblanc est un énorme gars, tout le temps sur son dos. Puis moi, il m'a amené une fois à terre, je me suis relevé, puis le reste du temps, je me relevais super facilement. Fait que c'est pas le wrestling que j'ai de la misère, c'est les gars qui frappent et qui veulent pas se faire frapper. Les gars qui sont là plus pour gagner que pour se battre. Puis tu sais, quand il s'est sauvé pendant 20 secondes à la fin, puis tu sais, il disait aux caméras, non, je me sauvais pas, je savais juste que j'avais gagné. Je dis, hey dude, à quel point t'es laid, man, de faire ça, là, tu sais. J'ai pas de haine envers lui parce que je comprends sa décision, mais tu sais, t'es dans ton backyard, c'était à moi d'en faire plus. Fait qu'à la fin de la journée, je peux pas chialer la performance de Desmond. Parce que lui, il est allé chercher une victoire en faisant moins que... Parce qu'après la journée, là, quand même que t'as donné le Fight of the Night ou que t'as juste eu ton W, t'as la même bourse. Sauf s'il y a un bonus de 50 000, bien sûr. Mais, tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense comme ça, que l'important, c'est la longévité de la carrière. C'est de frapper, pas se faire frapper, sauver, puis faire des points. Tu sais, j'ai jamais eu cette mentalité-là. Puis c'est le pire match-up pour moi, quelqu'un qui fait ça. Pourquoi? Parce que si je performe pas assez rapidement, si je performe pas assez rapidement, ben je vais me faire outscore. Puis je l'avais dit même dans les interviews, si ça s'en va en décision, je pense que Desmond, il va l'avoir parce que c'est un point fighter. Moi, je m'en fous de manger des coups. Il tapait tellement pas fort, il me soignait. Puis même à la fin, il me l'a dit, il dit, man, il dit, t'as donné un gros chin. Il dit, je t'ai lancé 2-3 fois ma main arrière de mon plus fort. Il dit, j'en ai mal à la main, puis t'as jamais bronché, tu continues d'avancer. Il dit, t'es le kid le plus tough que j'ai jamais fait. Puis j'étais comme, ah, merci. C'est gentil, mais en même temps, je m'en foutais parce que je venais de perdre, puis peu importe ce que tu me dis. Je suis comme, ah, ok, merci, whatever, mais c'est quand même gentil d'avoir cette espèce de recognition-là de sa part, mais c'est pas grave, je pense que c'était le pire match-up que je pouvais avoir. Tu me mets contre un tank, quelqu'un qui veut se battre, quelqu'un qui est là pour fight, je m'en fous, j'aime mieux ça que quelqu'un qui veut jouer aux échecs contre moi. Tu sais, il y en a qui disent, je veux pas me battre, mettons, contre Cowboy, il arrête de kicker fort, El Koukoui, il arrête jamais. Je suis comme, Chris, c'est ça qui est hot. C'est ça qui est fou. C'est la raison pourquoi je suis dans ce sport-là, puis j'ai du fun à faire ce que je fais. Fait que, encore une fois, beaucoup de déception de pas avoir été à la hauteur, de pas, encore une fois, m'avoir fait battre, pas par un wrestler, mais par quelqu'un qui veut plus gagner au point que se battre. Fait que, mon talon d'Achille, c'est pas la lutte. C'est quelqu'un qui veut juste faire des points. Mais non, c'est pas la lutte parce que le gros, tu sais, tu t'es fait takedown 3-4 fois dans la dernière minute, mais c'est parce que tu t'es relevé 4 fois, là. À plusieurs reprises, c'est parce que je m'en relève. Ouais, c'est ça, c'est parce que tu t'es relevé 4 fois contre le wrestler, là. Il a pas lancé une shot efficace, il a rien lancé. Puis j'ai essayé de lancer un triangle un moment donné, puis j'ai pogné dans ses cheveux, puis il a dit, hey, my hair, puis j'ai lâché, puis j'étais comme, fuck, man. Puis Fabio, tu sais, il m'a dit, fuck him, tu sais, proche, parce qu'entre les rounds, j'ai dit, Chris, j'ai essayé de snapper une guillotine, puis j'étais pas capable parce qu'il disait mes cheveux, puis je suis comme, Chris, c'est pas moi qui ai des dreads, là, c'est toi qui as décidé d'avoir ces cheveux-là. Puis j'essayais pas d'étirer les cheveux, mais moi, en tant que bon garçon, puis tout, j'ai comme, attends, ok, je l'ai lâché.
Mais t'as été trop fin dans ce combat-là, pis y a du monde qui l'ont noté. Y a du monde qui l'ont noté, mais t'as été trop fin. La fois que... Tu sais, y a eu des falls un peu dans ce combat-là, y a eu un nutshot, y a eu une coupe d'affaires, pis la fois que la fall a été contre toi, il était pas comme pressé, tu sais, d'arrêter pis de sorry gros, mais toi quand t'as fait une fall contre lui, automatiquement tu as comme donné le temps de récupérer pis l'arbitre il avait pas intervenu, man, tu sais, t'aurais pu coller ça un coup de pied dans la face à cette calice là. Pis ça aurait peut-être pas été vu comme le plus clean move parce que oui tu venais de faire un fall, mais tant que l'arbitre est pas là, faut y aller pis de la manière que, tu sais, de la manière qu'il se battait, Desmond Green, moi j'écoute souvent bloodyelbow.com. Il y a un show preview qui est vraiment très très intéressant là, pour toutes les cartes, puis les gars ils font des analyses de tous les combats, puis moi j'écoute mon tape, mais j'aime ça écouter leur show et tout pour savoir si ce que je pense du combat ça a complètement pas rapport avec ce qu'ils pensent du combat. Puis à chaque combat de Desmond Green, le gars il dit la même affaire, c'est un neutralisateur. Ce gars-là ne se bat pas offensivement, il est 0% offensif, 100% défensif, il te rend non efficace, genre, puis il te fait mal paraître, puis il te fait paraître comme quelqu'un qui est pas capable de faire ce qu'il a envie de faire dans le combat. Puis nous, te connaissant, t'as quand même réussi un peu à faire ce que tu voulais, tu sais, dans ce combat-là. Chris, au troisième, il m'a pas rien lancé, puis moi, j'étais là avec des low kicks, des combinaisons. Tu sais, au troisième, tu sais, ça n'était pas des takedowns, peut-être j'aurais pu emporter ce round-là, puis ça m'a fait chier, parce que au troisième, je le sentais, il était faible, il backait, il sauvait, puis tout, puis ça me frustrait, tu sais, j'essayais, mais tu sais, c'est une job qui se fait à deux. Tu sais, la raison pourquoi mon fight contre Kevin Généreux était autant débile, c'est parce que Généreux voulait ma tête autant que je voulais la sienne. Ah ouais, Généreux, il est tout à l'heure pour ça. Puis c'est comme ça que tu laisses ton nom. C'est son 8e combat à l'UFC, esti, puis personne sait il est qui, là. Tu sais, je dis pas ça en tant que hater. Tu sais, je dis juste ça que tu sais, les gens qui vont laisser leur trace, ils vont prendre plus de risques que ça. Puis je pense que après mon parcours à l'UFC, les gens s'en rappelleront même pas de cette falle-là, parce que ça a été justement plus neutralisé que d'un vrai combat que les gens méritaient de voir. Oh ouais, c'est ça. Puis tu sais, t'as pas mal paru dans la game de Desmond Green. Fait que c'est bien parce que gros, tu sais, j'ai écouté le combat avec Mairbek Taisumov. Il a pas bien paru, man, esti. Hey, c'est un titan ce gars-là. Ouais, c'est ça. Au Tiger Muay Thai, ouais. Dans ce temps-là, quand il était là, il knockait tout le monde en sparring, man. Puis quand j'ai su qu'il s'était battu contre Tessumov, puis Chris, il était quand même gros à côté de Tessumov, là. Ben, en fait, Tessumov était plus gros, mais lui, il était quand même en shape. Puis quand je l'ai vu en vrai, j'étais comme, OK, c'est tout. Quand je l'ai senti dans mes bras ou dans sa garde, quand il était dans ma garde, il était vraiment pas si fort que ça. Moi, je pense encore que Damien Lapillus est un des plus gros 155 ever. Parce que, tu sais, Dustin Poirier a même fait un pose qui pesait comme 174 à son fight. Je pense que Damien m'avait dit qu'il était comme à 180 ou quelque chose comme ça. Au fait, je suis comme, Chris, c'est gros, là. Ça fait du bonhomme, là. Ouais, pis c'est ça, man. As-tu vu le beef qui se passe entre lui et Michael Duport? Ouais, gros, évidemment, ça, là. Dans le fond, évidemment. J'ai vu sur Instagram, puis je vois que, comme Nathan, qui est un des entraîneurs je vois, like un commentaire, puis tout, puis là, je check, puis là, c'est les deux qui se là, j'étais comme, ouf, man, ça rend le fight show, man. J'ai hâte d'être assis puis de regarder ce combat-là. Gros, ça dit juste que ça arrive à cette heure. J'aimerais ça, mais Mick fait... Je comprends un peu le point à Mick, là, par exemple, là, de l'avoir trouvé non impressionnant parce que sa stratégie contre toi, c'était d'aller au sol. Pis tabarnak, man. Va pas... Tu sais, c'est mal connaître Mick Dufort que de décider d'aller au sol avec Mick Dufort, le gros. Je te niaise pas. Je roule avec ben du monde, là, le gros, là, tu sais, avec Barrio, avec les gars de Patnaud, d'Agatineau, souvent, j'ai comme des bons exemples. Tu sais, j'ai fait un roll en compé avec Johan Lennes, ça a fini 0-0, il a gagné par avantage, j'étais bien frustré, mais pareil, Johan, c'est un esti de gros gars. Je te le dis, le gros Mick Dufort me traite comme un tabarnak d'enfant, man. Moi, je regarde tout le temps de la façon que les gars bougent leur corps au sol, parce que tu sais, si t'attaques juste un bar ou peu importe, pis tu bouges pas tes abdos, tu bouges pas tes hanches, t'essaies juste avec tes bras pis tu soigner pis tout. Là après ça, tu vois Mick comment il attaque, là, sérieusement, je détesterais être dans sa garde. C'est horrible, gros. Ouais. C'est horrible, je te le dis. Pendant toute le round, la seule affaire que je fais, c'est essayer de pas me faire prendre en crucifix
Pis il me prend un crucifix, le tabarnak, à tous les coups, pis je réussis à m'en sortir, parce que je suis rendu habitué avec son style de merde. Pis là, il me prend un crucifix, pis là, j'aille, dans le fond, j'étais là, style de merde, gros, je comprends rien au Jew. Pis là, genre, je pogne un ex, pis il fait la même style d'affaire à une black belt, genre, pis il choke à une main, là, dans le cou, ici, là, la tête te rentrait, à une style de main avec sa tête. Il est-tu fatigant, cet enfant-là? Attends, un crucifix, tu parles? Ouais, en crucifix, les ça ressemble-tu à ce que j'ai fait à Manxer? Ouais, absolument, exactement. Ouais, c'est ça? Exactement. Ça, là, c'était mon setup préféré avant. Ouais. Et après ça, je me suis dit, OK, on va commencer à changer un peu la donne, là, mais j'adore ce crucifix-là. Ouais, c'est ça, il fait tout le temps ça, il vient le pogner de partout, mon gars, il est fatigant, là, comme jamais. Fait que c'est sûr que ce combat-là, je comprends Mick de pas avoir peur de Damien, pis c'est la grosse game à Mick, tout, on s'entend, c'est un esti de baveux, ce jeune-là, là, fait que... Ah, mais il est smart parce qu'il va te forcer à faire des erreurs, hein. Sérieusement, il va te forcer à faire le move de trop, à essayer un petit peu trop, pis... Ah, j'aime pas savoir ma tête de même en arrière. Il un peu mon gars, cette photo-là. Mais non, je pense que Mick est en train de jouer une game vraiment intelligente, puis je sais pas à quel point l'expérience de Damien peut passer au travers de ça. Je sais pas, je suis vraiment curieux pour ce combat-là. Si je saurais à 100% ce serait quoi l'issue, je serais pas intéressé. Mais là, il y a une intrigue, vraiment. Gros fight, c'est sûr. Sinon, man, t'as-tu attendu? Je pense... Ken vient de sortir ça, là, comme je t'appelais, moi j'en avais parlé aujourd'hui même. Jesse Ronson va se battre au PFL dans le tournoi. 155 livres. C'est quoi PFL? C'est le tournoi à 1 million, là, l'ancien World Series of Fighting. Pourquoi tout le monde fait des tournois à 1 million maintenant, tabarnak? Les gars payent leur gars 3000$, mais sont capables de donner 1 million à la fin de l'année aux gars. C'est quoi ce niaisage-là? Gros, je le sais pas c'est quoi le financement de cette ligue-là, mais c'est comme... à quel point? Je comprends Mansour parce qu'il était dans de quoi de big, là, mais PFL, c'est quoi PFL? Mais c'est gros, il y a des bons fighters en crise, pareil, là-bas et là-bas, là. Ça se peut, mais qui va chercher les fonds pour donner 1 fucking million de dollars? Gros, c'est Ali Abdelaziz, man. Personne faisait ça à l'UFC. Je le sais. Le Sean O'Connell. Silva a fait 600 000 à son dernier combat, puis il est supposé être une légende, c'est même pas 1 million. Mais voyons donc, man. Ouais, ben je pense qu'il faut que tu gagnes comme 4 fights, là, pour faire ton million, là, fait que c'est comme... Si tu le perds, tu fais quoi? Tu fais comme 2-3 000 américains? Ah, je le sais pas, gros, c'est bizarre, man. C'est comme... Il y a la saison régulière, là, je pense que t'as 2 combats. Là, ça te donne des points. Mettons, stoppage au premier round, c'est 6 points. Au deuxième round, c'est 5 points. Des affaires de même. Puis là, il y a des classements. Puis sur les 12 gars qui sont là, il y en garde 8 ou 6 pour les séries. Puis là, dans les séries, c'est vraiment... La première ronde, c'est des gars qui se pognent, là, et après, il en reste 4. Puis le soir de la finale, les 4 se battent dans un combat de 2 rondes. Puis les 2 gagnants se rebattent comme plus tard dans un combat de 3 rondes. Puis là, le gagnant gagne le million. Mais moi, le reproche que j'avais à ça, man, c'était des draws. Des combats de 2 rounds, là, les premiers combats de 2 rounds, c'est comme des draws. Souvent parce qu'un gagne chaque round. Fait que là, c'est le gars qui avait le plus de points qui avance. Fait que tu sais, si tu fais une asti de belle performance, mais il y a un ou deux juges qui sont caves, pis te calissent un drop, t'avais moins de points que l'autre, ben t'es éliminé, tu gagneras pas le million, mais t'as jamais perdu, genre. Mais, en tout cas, il va se battre là-dedans, man, asti, fait que, shout out to him. Pis fucking Cyril Gane contre Rafael Pessoa de TKO Fight, man, qui va avoir lieu à l'UFC Uruguay, man. Il va se battre contre Rafael Pessoa. C'est ça le fight, le gros, man. C'est littéralement ça le fight. Débile. Ça va être fou, ça. Ça va être un gros fight, ça. Ben voyons là. Ouais. Ok, je suis très down de checker ça, man. Ah ouais. Très down de checker ça. Surtout, je pense que c'est un bon match-up parce que Pessoa peut se battre au sol. Mais si tu check sa fiche, c'est genre 6 knockouts en 9 victoires, là. Fait qu'on s'entend que, tu sais, c'est assez clair de ce qu'il préfère faire, là. Reste à voir s'il va être assez intelligent pour se battre comme il ne le préfère pas. Ouais, mais gros, t'en as glissé un mot tantôt, là, pis justement, j'avais ça on the back of my mind. Je me dis, s'il y avait un gars que son hype factor doit être à 500 000 pour ce combat-là, ça doit bien être Charles. Parle-moi de Cowboy pis Tony Ferguson, là, de People's Main Event en fin de semaine. J'ai peur parce que mon cœur, man, il est avec Cowboy. J'adore Cowboy. Tu sais, je l'ai vu en live, justement, à Ottawa. Pour moi, ça a été de voir un idole de jeunesse en vrai. Même comme quand j'ai vu Rafael Dos Anjos, je suis même allé le voir. Ils ont même fait un post, lui, pis son Je le sais, j'étais malade.
C'était incroyable, sérieusement. Puis Raphaël était devenu émotionnel après ça. J'étais comme, aïe, man, what the fuck. Je me sentais comme dans un film. C'était vraiment cool. Pour ce qui est de Cowboy, j'ai pas envie que Cowboy perde, mais calisse que Tony, man, il est débile, man. Ce gars-là, il arrête jamais. Il ponce, man. Puis il s'en fout que tu sois dans sa garde. Il se fout de tout. Il s'en fout de ton wrestling. Il s'en fout de ton striking. Gros, il est là pour te péter, man. Fait que c'est ça que j'adore de Tony Ferguson. Mais quand tu regardes le côté un petit peu plus peaufiné du fight game, tu regardes un petit peu plus Cowboy, ses setups, ses low kicks, comment il kick. Cowboy kick comme personne. Pas à cause de la puissance, mais de la manière qu'il tourne ses hanches pis tout. Fait que mon cœur est avec Cowboy, mais je pense qu'El Koukoui, il est d'un autre level. Ben pas d'un autre, non, je retire ce que j'ai dit. Il est pas d'un autre level à comparer à Cowboy, mais il arrête jamais. Fait qu'il faut que tu arrives à briser le train rapidement parce que il a mangé des kicks de Edson Barbosa, man, dans les jambes. Il a mangé les meilleurs low kicks de Rafael Dos Anjos, puis il continue d'avancer dans un 5-round fight. Fait qu'il faut que t'apportes, man, un gun, je pense, pour finir Tony Ferguson. Ben, yo, gros, man, mais tu parles de Rafael Dos Anjos, là, autant que j'étais déplu que tu perdes, là, cette carte-là. Oh, si, j'étais content quand Rafael Dos Anjos a gagné, mon gars. C'était, aïe, man, c'était magnifique. Surtout contre Kevin Lee, que j'ai jamais vraiment aimé, man. Autant en tant que combattant qu'en tant que dude, là. Ouais. Je sais pas, man. Il est fucking gentil. Moi, je pense qu'il est différent, genre, avec une caméra, puis en vrai. Mais c'est ça le problème. Au personnel. Je pense pas que c'est un problème, tu sais. C'est comme les lutteurs, man. Tu sais, c'est pas normal que des lutteurs, man, rentrent des arénas de 25 000 personnes, puis ils font un gros spectacle de n'importe quoi. Fait que je pense qu'il faut respecter que notre fight game, il est rendu où ce qui est parce qu'il y a des gens comme lui. Fait que on peut pas nécessairement y en vouloir. Hey, tu viens de me faire texter par moi-même, man. Il y a une petite affaire que je dois aller faire. Fait que cut it short. Merci beaucoup, MMA Talk. Merci à toi, bro. On se voit samedi à la compétition, man. Puis ouais. Yes, right. C'est clair. Je te remercie, mon Charles. Comme toujours, c'est ça la coche. Puis on se parle une prochaine fois. Beaucoup, man. Ciao, mon boy. Ciao. Voilà, c'était le podcast cette semaine plus court qu'à l'habitude. Mais je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Un gros merci. Vous l'avez dit, j'étais malade, hein? Un gros merci à Charles Jourdain d'être venu nous jaser. Toujours très généreux de son table. C'est toujours très le fun de parler avec Charles. C'est toujours des entrevues de très bonne qualité. Il y a tout le temps plein d'affaires à dire. Fait que c'est ça. Merci à Charles. Allez le suivre sur tous ses réseaux sociaux. Pour ce qui est de ma part, suivez-moi sur mes réseaux sociaux aussi. Sur le MMA Talk Facebook, MMA Talk sur YouTube, DTHE MMA Talk sur Instagram. Aïe, ça va pas bien, les boys. MMA Talk THE sur Instagram et puis finalement sur Twitter à @D_MMA Talk. Puis stay tuned, guys, parce qu'en début de semaine, je pense que je vais avoir de quoi de nouveau pour vous, puis ça va peut-être vous intéresser. Donc stay tuned for that.